Bonjour à tous. Comme annoncé dans notre lettre aux actionnaires publiée en début d'année, nous avons fait le choix chez GenFit de répondre à vos interrogations de manière directe. Nous avons reçu de nombreuses questions par mail et via les forums boursiers. Nous avons donc décidé de les aborder par thème autour de plusieurs épisodes. Les questions qui n'auront pas été évoquées le seront dans une prochaine lettre aux actionnaires. Dans ce premier épisode, Pascal Prigent, directeur général de GenFit, répond à vos questions sur la PBC et le partenariat avec Ipsen. Pascal, plusieurs actionnaires nous ont écrit pour connaître le détail des termes du deal avec Ipsen. Pouvez-vous rappeler les principaux éléments publics et expliquer pourquoi le reste ne peut pas être partagé? D'accord. Donc les éléments publics, c'est d'une part l'upfront qu'on a reçu qui est de 120 millions d'euros. Ensuite, on sait qu'il y a une partie royalty. Et ce qu'on a dit, c'est que ces royalties commençaient à 12% et ensuite étaient des royalties échelonnées qui terminaient à 20% et donc qui sont en fonction du niveau de vente. On a également dit qu'on avait un certain nombre de milestones qui tout ensemble pouvaient représenter jusqu'à 360 millions d'euros. Mais effectivement, on n'a pas donné plus de détails. Alors dans le deal, il y a aussi le fait bien sûr que Ipsen soit monté au capital de GenFit à hauteur de 8%, en payant un premium par rapport à ce qu'était à l'époque le cours de l'action. Et puis également, il nous remboursait les frais à l'époque de développement de la fibre nord. Donc ça, c'était ce qu'on avait communiqué sur le deal. Pourquoi on n'a pas communiqué de manière plus précise sur les étapes de milestone notamment ou sur les royalties intermédiaires? Tout simplement parce que, on le comprendra facilement, Ipsen est une société qui fait énormément de business développement, donc ils doivent négocier un certain nombre d'accords de même type. Et évidemment, si chaque fois qu'ils signent un accord, l'ensemble des détails devenaient disponibles, on comprend bien que leur capacité ensuite à négocier le meilleur accord pour eux serait amoindrée puisque tout un chacun saurait exactement ce qu'ils ont déjà donné, jusqu'où ils peuvent être prêts à aller éventuellement. Donc voilà, c'est tout simplement la raison pour laquelle on n'a pas pu être plus précis et où on ne sera pas plus précis. Par contre, effectivement, chaque fois qu'on reçoit une milestone, on la communique à ce moment-là puisque ça rentre à ce moment-là dans nos comptes et donc ça devient public. Merci Pascal. Un autre sujet qui revient souvent, surtout sur les forums, est celui de la répartition de la valeur entre Ipsen et GenFit, avec le sentiment que le vrai gagnant est Ipsen et que GenFit ne reçoit, je cite un actionnaire, que des miettes. Que répondez-vous à cela? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de répondre que souvent cette remarque confond deux choses qui sont d'une part le profit et d'autre part les ventes. Et on comprend bien que ce n'est pas du tout la même chose. Alors peut-être puisque ça revient, peut-être pour être plus concret, l'idéal c'est de prendre un exemple chiffré. Alors je précise tout de suite que les chiffres que je vais prendre ne sont pas les chiffres exacts d'Ipsen, d'abord parce que je ne les ai pas, et puis de toute façon si je les avais, bien entendu que ce seraient des informations qui sont confidentielles. Mais par contre, c'est assez facile d'aller prendre des standards de l'industrie, il n'y a qu'à prendre ChatGPT, et on peut avoir une idée assez bonne de ce que peuvent être les différents coûts. Donc, si on commence par des ventes qui seraient, disons, de $100, Ipsen vend pour $100 et donc ils vont nous donner $15. Ça, c'est les royalties. Encore une fois, le 15 est une approximation, puisque on sait que ces tiers, ça dépend du niveau des ventes. Mais prenons 15 pour l'exemple. Donc nous, on a 15, ils ont donc 85 qui leur restent. Mais évidemment, les produits qu'ils ont vendus, eux, ils ont dû les produire. Ils ont dû les produire, il y a des coûts de fabrication, ils ont dû les distribuer. Et la distribution, notamment aux États-Unis, pour des produits dits de spécialité, ça peut monter assez vite. Donc là, vous faites ChatGPT et vous verrez qu'on est en général entre 10 et 15% du chiffre d'affaires d'un produit pour ce qui est coût de production et distribution sur des petites molécules, ce qui est le cas ici où les coûts de production sont plus faibles que par exemple sur des vaccins ou des choses comme ça. Donc 10 à 15%, prenons 10. Donc on était à 85, on passe donc maintenant à 75, c'est ce qui leur reste. Mais évidemment qu'ils ont des frais de marketing. Ils ont des frais de marketing, ils font de la publicité, ils ont des frais de market access qui sont relativement élevés aux États-Unis, et ils ont les vendeurs. Il faut payer les vendeurs, ce qu'on appelle les medical liaisons aux États-Unis.
et il faut avoir des forces de vente qui soient compétitives avec celles de Gilead. Donc ça c'est un investissement. Tous ces frais de marketing, market access, vente, suivant le stade de vie du produit, ça oscille en général entre 25 et 40%. Et de plus en plus d'outils marketing disent que pour réussir un lancement, au début, il faut plutôt être dans la fourchette haute. Donc prenons 35 pour faire simple. Donc on est passé maintenant à 40. C'est ce qui reste maintenant dans la poche d'Ipsen. Sauf qu'il y a aussi tous les investissements médicaux. Et là, il suffit d'aller sur clinicaltrial.gov et on va trouver l'ensemble des investissements. Et il se trouve qu'Ipsen fait partie de ces sociétés qui investissent dans la science. Il y a des études de phase 4, il y a une phase 3 dans la PSC, qui est une étude chère parce que longue, parce que basée sur des clinical outcomes. Il y a l'étude confirmatory, qui est également une étude au long cours. Il y a des études au Japon. Donc, si vous prenez la liste de toutes ces études, là encore, ce que dit ChatGPT, c'est qu'on est en général aux alentours de 20% pour les sociétés qui sont le plus focalisées sur la science, et c'est le cas d'Ipsen. Donc, 20%, les 40 sont devenus 20. Donc, je pense que c'est assez clair que maintenant, si on compare les 15 qui sont dans la poche de GenFit, une fois que tous les coûts ont été enlevés, et maintenant les 20 qui sont dans celle d'Ipsen, la différence n'est plus si importante que ça. Ouais. Et en plus, j'ai absolument pas parlé des milestones, qui sont évidemment quelque chose qui partent de chez Ipsen et qui vont chez nous. Et puis, évidemment, le fait que tous les risques opérationnels aujourd'hui sont supportés par Ipsen, puisque c'est eux qui font tout ce travail. Donc, encore une fois, je ne prétends pas que les chiffres que j'ai donnés ici soient parfaitement exacts, mais je pense qu'en termes d'ordre de grandeur, ça permet de se rendre compte que se retrouver in fine avec environ 15% des ventes en pur profit, c'est quelque chose qui, pour une société comme la nôtre, est un très bon deal. D'accord, merci Pascal. Plusieurs actionnaires nous ont aussi posé la question du partenariat avec Terns et de l'avenir d'Ikiavo en Chine. Pouvez-vous nous rappeler où nous en sommes aujourd'hui? D'accord. Donc, il faut se rappeler que le partenariat avec Terns avait été signé à l'époque de la NASH, où on était encore dans ce développement-là. On avait reçu pour ces droits en Chine de tête 35 millions à l'époque de la part de Terns. Et puis, de même que dans l'accord d'Ipsen, il y avait possibilité d'avoir des royalties, etc., si ça se développait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à l'échec du développement dans la NASH, on a dû nous-mêmes nous réinventer. Et c'est aussi ce que Terns a fait. Ils ont eu des changements de leadership. Il s'est trouvé qu'ils ont développé d'autres parties de leur portfolio qui étaient d'ailleurs plutôt orientées onco. Et les développements qu'ils avaient en tête, et notamment ceux vers l'Asie, ne se sont pas matérialisés. Donc, je dirais d'un commun accord, on a négocié avec eux pour récupérer les droits complets de l'élafibranor sur la Chine, droits que nous avons immédiatement recédés à Ipsen, aux mêmes conditions que celles du deal général, puisque évidemment c'est notre intérêt que Ipsen aille ensuite développer et vendre l'élafibranor en Chine, ce qui nous permettra d'avoir plus de royalties sur un marché qui peut être potentiellement très intéressant. Et comme on parlait de l'Asie, je voudrais aussi dire que l'autre marché qui semble intéressant, et j'ai envie de dire peut-être à plus court terme, encore plus intéressant que la Chine, c'est le Japon. Certes, la Chine, il y a un volume considérable, mais on sait que les prix sont beaucoup plus bas. Au Japon, il y a un réel intérêt et un réel marché pour la PBC. Et donc, je pense que là, il y a un potentiel intéressant. Et d'ailleurs, Ipsen a fait, il y a une étude en cours pour le marché japonais. Donc, si on pense à ces deux marchés-là, je pense qu'effectivement, il y a des voies de croissance intéressantes pour l'élafibranor en Asie. D'accord. Merci Pascal. On a reçu des questions liées au contexte politique aux États-Unis, notamment suite aux prises de position de Donald Trump sur les prix des médicaments. Cela pourrait-il avoir un impact sur les ventes d'Ikiavo? Alors, j'aurais tendance à dire, premièrement, c'est une situation qui est extrêmement fluide. Il y a des informations qui sont données, puis contredites. Donc, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'est pas
vraiment là-dedans au jour le jour, d'avoir une vision vraiment claire et fiable du futur. Nous, ce qu'on constate jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact. On entend des choses plutôt rassurantes de la part d'Ipsen. On constate qu'au niveau de l'industrie, c'est aussi globalement quelque chose, on va dire qu'il y a une relative stabilité, malgré les annonces qu'il y a pu avoir ici ou là. Donc on va dire qu'on est raisonnablement optimiste. Après, si je me place d'un point de vue plus égoïste, GenFit, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de cas de figure, à part des scénarios vraiment catastrophes où on est affecté, parce que si jamais il y avait un impact sur les prix via des droits de douane, hein, puisque c'est ce qui avait été dit, en fait, il y a un peu deux cas de figure. Il y a un cas de figure où c'est absorbé par Ipsen, donc par le fabricant et le vendeur du médicament, et donc ça affecte dans ce cas-là les marges potentiellement du fabricant, mais ça n'affecte pas le prix de vente qui reste le même, et dans ce cas-là, nous, ça ne nous affecte pas puisque nos royalties sont basées sur le prix de vente. Et puis après, il y a un autre cas de figure où en fait le surcoût est passé au consommateur ou au payeur dans ce cas-là, avec des prix qui augmentent. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire, pour nous, c'est même plutôt positif, puisque de toute façon, nos royalties sont basées sur le prix de vente, ça voudrait dire que nos royalties augmenteraient. Donc voilà, moi je pense qu'on peut être, encore une fois, raisonnablement optimiste, et au bord de GenFit, je ne vois pas d'inquiétude à avoir par rapport à ce qu'on a pu entendre ici ou là. On continue bien évidemment à monitorer de près ce qui pourrait être des développements sur le marché américain, puisque c'est un marché évidemment extrêmement important pour Iqiro et donc pour nous. Merci Pascal. Alors, toujours à propos d'Iqiro, mais cette fois-ci concernant le royalty financing avec HCRX, quelques actionnaires le trouvent cher. D'autres s'interrogent sur l'intérêt de ce partenariat. Pouvez-vous brièvement rappeler le rationnel de ce financement? D'accord. Je pense que ce qui est important, c'est de se replacer dans le contexte, donc au moment où on a fait ce deal. Pourquoi on l'a fait d'abord? Parce qu'on pensait que c'était important d'obtenir assez rapidement plus de cash. Pourquoi? Un peu pour avoir de l'optionnalité et un peu plus de confort par rapport au financement de nos programmes, mais surtout parce qu'on voulait se débarrasser de notre dette. Et pourquoi on voulait se débarrasser de notre dette? Parce qu'on pensait que la dette était un des éléments qui pouvait freiner la croissance de notre titre en bourse, qu'on trouvait à l'époque grossièrement sous-évalué par rapport à son potentiel. Et on se disait, sans la dette, peut-être qu'on va libérer d'une certaine manière une croissance possible. Alors, depuis, le titre a bien évolué. Je ne sais pas si c'était pour ça ou que pour ça, mais en tout cas, c'était notre rationnel à l'époque. Donc, on voulait pouvoir rembourser notre dette, on avait besoin de cash pour ça, et on ne voulait pas faire une augmentation de capital. Pourquoi on ne voulait pas faire une augmentation de capital? Parce que, comme je viens de le dire, on pensait que notre cours de bourse était très sous-évalué, et donc faire une augmentation de capital, ça aurait été quelque chose de pénalisant pour nos actionnaires, et en plus, on n'aurait sans doute pas récupéré finalement tellement d'argent, donc ça n'aurait pas été une bonne opération. Et donc, on s'est tourné vers ce qu'on appelle l'alternative financing, ou une opération non dilutive, et on a pensé au royalty financing parce que c'était dans les choses qu'on pouvait faire à ce moment-là, et on l'a fait avec deux objectifs qui, d'une certaine manière, peuvent sembler contradictoires. Le premier objectif, c'était de se dire, en récupérant du cash tout de suite et en transférant le risque commercial, on se couvre contre l'éventualité d'un échec de l'élafibranor. On n'y croyait pas, mais ceci dit, gouverner c'est prévoir, comme on dit, et l'idée c'était de se dire, si jamais ça se passe mal, eh ben, on serait protégé d'une certaine manière, parce que j'insiste, le royalty financing, c'est pas de la dette, c'est de l'argent qu'on reçoit. En échange, on donne des royalties, mais si pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de royalties ou des royalties extrêmement faibles, on ne rend pas l'argent. Donc le risque commercial, il est transféré à la société, en l'occurrence HCRX, qui nous a donné l'argent. Donc faire ce deal de royalty financing, ça nous permettait d'une part de récupérer du cash pour enlever la dette, de le faire de manière non dilutive, et aussi de nous couvrir contre le risque potentiel
que ça ne marche pas. Après, et c'est ça qui était un peu contradictoire, on voulait se protéger si ça ne marchait pas, mais on ne voulait pas donner tout l'upside à HCRX ou à n'importe qui d'autre avec qui on aurait fait ce deal, si ça marchait au contraire super bien. Et on se disait, si ça marche super bien, on veut en profiter. Et c'est pour ça qu'on a conçu avec HCRX un système où il y a ce qu'on appelle un cap. Donc en fait, on leur rend un certain multiple de l'argent qu'ils nous ont donné, mais quand on arrive à ce multiple, on arrête et on récupère l'ensemble des royalties. Et donc c'est ça qui est clé, c'est-à-dire que si quelque part ça cartonne, eh ben, on rembourse très vite et on récupère très vite nos royalties. Donc pour nous, la manière dont on l'a structuré touchait un peu tous les objectifs qu'on s'était fixés. Après se pose la question du prix. Et là, j'ai envie de dire, encore une fois, je renvoie les gens qui se posent des questions à ce qui se fait assez traditionnellement sur ce type de deal. Et on est sur des multiples qui sont, on va dire, similaires, voire un peu en dessous de ce qui se fait traditionnellement. Pourquoi ce multiple existe et pourquoi ce n'est pas comme une dette où on rajoute quelques pourcents? À cause du transfert de risque. Encore une fois, c'est facile à dire maintenant, de dire haha, il faut une belle affaire. Rappelons-nous que si ça n'avait pas marché, ils auraient pu perdre potentiellement beaucoup d'argent. Et enfin, pour ceux qui ont posé la question de dire oui, mais ce qu'on voit apparaître dans les comptes, ça semble assez cher, je renvoie à l'explication qu'on a donnée, c'est-à-dire qu'on a négocié de rembourser un montant fixe. Ce montant fixe, on peut le rembourser si tout se passe super bien, rapidement, et si ça se passe très mal, lentement. Et en fait, et c'est ça qui est un peu paradoxal, le coût qui apparaît dans les comptes est un coût, entre guillemets, fictif, qui est calculé sur la base d'un taux d'intérêt théorique. Et on comprend bien que si vous remboursez un montant fixe rapidement, le taux d'intérêt théorique est élevé, alors que si vous remboursez ce même montant sur une très longue période, le taux d'intérêt théorique est faible. Et donc, et c'est là le paradoxe, plus ça cartonne, plus on rembourse vite, plus on récupère rapidement nos royalties, plus l'affichage du coût de l'opération semble élevé. Mais encore une fois, c'est théorique. La seule chose qui compte, c'est ce qui se passe au niveau cash, mouvement de cash. Et là, c'est très clair. Plus Ipsen réussit, plus ils vendent, plus on rembourse vite HCRX, plus on récupère rapidement nos royalties, et mieux c'est pour les actionnaires. Merci Pascal. Alors, une dernière question sur ce thème. Pourquoi avez-vous récemment déclenché le paiement supplémentaire de 30 millions d'euros? Alors, on a déclenché ce paiement supplémentaire parce qu'on a pensé que c'était intéressant d'avoir une optionnalité supplémentaire et d'avoir un petit peu de cash en plus. Pourquoi? Parce qu'on pense que certains de nos programmes, et certains qui arrivent, j'ai envie de dire, avec les prochaines échéances assez vite, je pense en particulier à GNS 561, ont un potentiel extrêmement important. Et si les données qu'on va avoir confirment ce qu'on pense, il n'est pas impossible qu'on essaye d'accélérer et de rendre un peu plus large le développement. Et donc, au lieu de faire par exemple une phase 2, de faire un basket trial ou de faire d'autres études en combinaison avec d'autres chimiothérapies. Évidemment, si on rajoute des programmes, ça rajoute potentiellement un besoin de financement et on voulait se donner cette flexibilité. Parce que si le potentiel est là, plus on va vite, mieux c'est, là encore une fois, pour nous d'un point de vue retour. Et puis, surtout dans le cas de GNS 561, où on parle de cancers qui sont difficiles à traiter, de cancers où dans certains cas il n'y a pas de solution, ça fait partie de ce qu'on doit faire, d'aller le plus vite possible pour essayer, si le produit peut vraiment apporter quelque chose aux patients, de le mettre sur le marché le plus rapidement possible. Merci Pascal. On a aussi reçu des questions sur la PSC. Une autorisation conditionnelle peut-elle être obtenue en cas de bons résultats intermédiaires ou est-ce très improbable? Alors, c'est improbable pourquoi?
parce que, en fait, ces approbations conditionnelles sont basées sur des processus d'approbation, soit subpart H, ce qu'on appelle subpart H aux États-Unis, soit conditional approval en Europe, et qui sont en fait basés sur des surrogates, c'est-à-dire qu'on se base sur des marqueurs qui sont censés être prédictifs d'un effet clinique futur. C'est ce qui s'est passé par exemple pour l'élafibranor, puisqu'il a été approuvé sur la base de cette réduction de l'ALP. Et on sait qu'il y a une étude en cours faite par Ipsen pour confirmer ces résultats au niveau clinique. Au niveau de la PSC, c'est différent. C'est une étude qui est d'ores et déjà, dès le départ, centrée sur les effets cliniques, donc clinical outcome. Et donc, évidemment, il n'y a pas de surrogate. Et donc, cette analyse intermédiaire n'a pas vocation à servir pour une approbation conditionnelle. Une dernière question qu'on a dans la PSC, quel est l'environnement concurrentiel dans la PSC? Alors, aux États-Unis, il y a un seul essai de phase 3 en cours, c'est celui d'Ipsen. Donc, si cet essai est couronné de succès, elafibranor serait le seul produit approuvé aux États-Unis dans la PSC. En Europe, il y a eu une phase 3 qui a été faite, mais c'est important de noter parce que j'ai pu voir des commentaires disant il y avait eu donc une autre phase 3 en cours. Alors certes, mais c'était une phase 3 qui n'était pas avec des critères qui n'étaient pas des critères de clinical outcome. C'était une phase 3 qui se focalisait sur des marqueurs, sur des biomarqueurs, un peu comme la phase 2 d'Ipsen. Et donc c'est une étude qui ne peut pas servir à l'enregistrement aux États-Unis puisque la FDA a spécifié très clairement qui voulait voir des résultats de clinical outcome. Donc c'est important de faire cette distinction. La seule étude globale de phase 3 en cours aujourd'hui, c'est celle d'Ipsen. Donc pour cet environnement concurrentiel sur ce marché US, qui bien évidemment, comme dans la PSC, pèse très lourd par rapport au marché mondial à cause des niveaux de prix, Ipsen est le seul à développer un produit aujourd'hui. Merci Pascal d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve pour un prochain rendez-vous autour du thème diagnostic dans la MASH.